Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Valérie Masson-Delmotte. Valérie Masson-Delmotte est paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA, membre du Haut Conseil pour le climat et co-préside depuis 2015 le groupe 1 du GIEC. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, créé en 1988, évalue l'état des connaissances sur l'évolution du climat, ses causes et ses impacts. Le groupe 1 travaille sur les bases physiques du climat et analyse les climats passés, présents et futurs. Il établit différents scénarios possibles en fonction des émissions de gaz à effet de serre émises par l'humanité. Que c'est un rapport qui finalement fait un rappel à la réalité des faits. Ce n'est que le début de changements qui peuvent s'amplifier à mesure du réchauffement planétaire. La contribution du groupe 1 au 6e rapport du GIEC est parue début août. Une expression qui me gêne, c'est quand on dit c'est un rapport alarmant, parce que finalement le rapport ne change rien à la situation, et c'est la situation qui est alarmante, c'est pas le rapport. Personnalité incontournable du monde scientifique, Valérie Masson-Delmotte communique inlassablement sur les enjeux climatiques avec calme, précision et bienveillance. Nous avons parlé du processus d'élaboration du rapport, de ses points clés, notamment pour l'Europe, du rôle et de l'utilité du GIEC et du sentiment de responsabilité qui l'anime. Cette question de ce qu'on transmet, de ce qu'on laisse pour les jeunes générations d'aujourd'hui, pour moi c'est une question morale qui est tout le temps présente, tout le temps. Bonjour Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Puisque ça fait longtemps que vous travaillez sur les questions du climat, est-ce que lorsque vous avez choisi cette discipline, vous aviez déjà l'intuition de l'importance que le sujet allait prendre ? Je pense que oui. Je me souviens parce que j'étais au lycée et à la documentation de mon lycée, il y avait un magazine sur lequel j'étais tombée complètement par hasard et qui présentait en fait des connaissances sur le changement climatique actuel. À partir de 3 angles, l'étude des climats passés, les carottes de glace qui montraient cette rupture, l'observation des nuages par satellite, avec des travaux à chaque fois auxquels des chercheurs français avaient contribué, et puis des premiers travaux de modélisation du climat planétaire. Vraiment, je me souviens de m'être dit, mais si c'est vrai, c'est majeur. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez choisi cette discipline ? En fait, il y a toujours dans la vie un peu de hasard. Moi, je décris ça un peu comme quand on vit sa vie, on suit une sorte de rivière qui nous pousse dans certaines directions. Moi, j'étais plutôt bonne élève scolaire. Et puis, de temps en temps, on voit s'ouvrir des choses sur les côtés des possibilités, ou alors on décide d'aller changer un peu le cours de cette rivière, en allant explorer des choses sur lesquelles ça nous mène pas forcément. Voilà, donc il y a effectivement un moment donné, quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai vraiment souhaité, pour un ensemble de raisons, passer du temps à comprendre ce que c'était la recherche sur le climat. Alors, pour revenir à la situation actuelle, donc le rapport du groupe 1, la contribution du groupe 1 au 6e rapport du GIEC est paru il y a 1 mois. On ne sait plus très bien quel qualificatif utiliser pour décrire la situation d'urgence dans laquelle nous sommes. On parle de catastrophe, de cataclysme, de chaos. Est-ce que vous trouvez que ces mots-là ont encore un sens ? Et est-ce que peut-être le discours alarmiste montre ses limites ? En fait, moi, je le vois pas du tout comme ça. Et de mon point de vue, ce avec quoi on vit, c'est ce qui était attendu et qui était anticipé de plus en plus finement depuis des dizaines d'années. Et peut-être la différence, c'est que c'est un rapport qui finalement fait un rappel à la réalité des faits. Qu'est-ce qui est observé, la compréhension qu'on a de l'influence humaine sur ces changements, et puis ce n'est que le début de changements qui peuvent s'amplifier à mesure du réchauffement planétaire. Et pour moi, ce qui était frappant, c'était de rendre ce rapport en même temps que il y avait un focus médiatique particulièrement fort sur des événements de pluie intense, des événements d'incendie, de vagues de chaleur qui touchaient des pays plutôt tempérés, où peut-être les gens se pensaient à l'abri, et avec une loupe d'attention disproportionnée par rapport à de nombreuses autres régions du monde, où les ressources locales, les infrastructures sont beaucoup plus limitées et qui vivent aussi avec les conséquences d'un climat qui change. Voilà. Et donc, moi, une expression qui me gêne, c'est quand on dit c'est un rapport alarmant, parce que finalement, le rapport ne change rien à la situation. C'est un rapport qui permet d'appréhender une situation qui est très sérieuse,
et qui va aussi à l'avenir dépendre des choix qu'on va faire. Et c'est la situation qui est alarmante, c'est pas le rapport. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a quelques jours, il y avait un édito dans Le Monde de Stéphane Foucart qui, de façon un peu provocante, je pense que c'était son objectif, posait la question de est-ce que le GIEC est encore utile aujourd'hui et est-ce que le fait de transmettre des alertes ne donne pas l'illusion de l'action. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ? Alors d'abord, le mandat du GIEC, il date de la fin des années 80, quand il a été mis en place, et il est de fournir un état des lieux des connaissances scientifiques, objectifs, rigoureux, exhaustifs. Nous, on fournit la partie sciences du climat, puis ça se complète par 2 autres rapports qui vont beaucoup plus loin en évaluant les options d'action également, donc plus proche finalement de ce qui est important pour éclairer la prise de décision, et en fournissant également des pistes finalement, dont chacun peut se saisir. Et la question qui est posée par Stéphane Foucart, j'ai tout à fait compris le côté de provocation, c'était mais puisque nous on rend ces rapports, qu'en font les décideurs? Est-ce qu'ils les lisent? Est-ce qu'ils agissent en s'appuyant sur cet état des connaissances ou est-ce qu'ils les ignorent? Et c'est une bonne question. Donc d'ailleurs, je l'ai relayé sur Twitter en demandant aux personnes qui me suivent, mais vous, en fait, est-ce que vous utilisez ces rapports? Et c'est l'avenir qui nous dira comment ils sont utilisés, par qui, de quelle manière. Pour moi, le rapport du groupe 1, il a pour vocation de partager un état de connaissance scientifique. Qu'est-ce qui est observé? Qu'est-ce qui est nouveau dans ce qui est observé? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce qu'on observe? En quoi c'est une rupture ou quelque chose qui fait partie de la variabilité naturelle du climat? Le rôle de chaque facteur en lien avec l'activité humaine. C'est également une information sur les évolutions attendues, quasiment indépendamment de ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque finalement, il y a une inertie dans les infrastructures existantes. On ne va pas passer à zéro demain, donc on aura un cumul d'émissions de CO2 qui va continuer à croître, même si on diminue année après année. Donc il y a des choses en fait pour lesquelles on a un constat de plus en plus fin. Et cette information, on nous la demande. On nous la demande pour les plans de prévention de risques. On nous la demande pour éclairer des analyses de risques pour des projets d'infrastructures dont les durées de vie peuvent être de plusieurs dizaines, parfois davantage, de l'ordre de la centaine d'années, par exemple, pour des ouvrages de protection côtière, des infrastructures côtières. Voilà. Donc, indépendamment de l'action par rapport à la cause du réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines, nous fournissons des éléments de connaissance qui sont importants pour des analyses de risques, pour définir aussi des options d'action, pour identifier où sont les vulnérabilités, les expositions, renforcer les résiliences. Alors c'est pas que le rapport du GIEC qui le fournit, c'est les connaissances plus fines, propres à chaque région, propres à chaque secteur, qui existent également. Et par ailleurs, moi je pense que le rapport du groupe 1 du GIEC, tout particulièrement, il a vraiment une valeur ajoutée parce qu'il y a une masse de publications chaque année. Nous, là, on en a examiné dans ce rapport 14 000 depuis en gros 8 ans, le gros rapport précédent. C'est impossible pour aucune personne d'appréhender cette somme de connaissances. Chacun d'entre nous, même les gens qui passent beaucoup de temps à faire de la veille scientifique, finalement, on a chacun en fait notre territoire sur lequel on peut identifier si une publication apporte vraiment des connaissances nouvelles ou confirme un socle établi ou demande à être vérifiée ou est mauvaise, ou bien s'il y a vraiment parfois des controverses scientifiques et parvenir à les comprendre, ce qui est important en fait pour le progrès des connaissances. Et l'exercice collégial qui est fait pour évaluer l'état des connaissances dans le cadre du GIEC, il est très utile. Il est utile pour le monde académique, il fait monter le socle de connaissances, il est utilisé pour enseigner les connaissances les plus récentes et aussi identifier finalement les lacunes, les voies de recherche et aider à mettre peut-être davantage d'efforts là où on a des connaissances plus limitées sur des thématiques potentiellement importantes. Il est également important, je le vois là, sur les retours que j'en ai pour de très nombreux ingénieurs dans le secteur privé et qui travaillent dans les collectivités publiques. Donc des personnes qui ont l'habitude dans leur travail quotidien de manipuler des données, en fait, des données précises, qui ont besoin d'indicateurs, qui vont réfléchir à des cadres réglementaires, par exemple pour adapter les bâtiments à un climat qui change. Enfin, je donne quelques exemples, mais voilà. Et donc, il y a aussi en fait tout cet ensemble d'acteurs, donc le monde académique, le monde de la formation, de l'enseignement,
le monde également de ceux qui sont aux prises avec les conséquences d'un climat qui change et qui agissent en fait dans tous les secteurs d'activité. Et c'est là où je vois en ce moment monter le plus de questions, d'envie d'en savoir plus, de compléter même ce qu'il y a dans les rapports du GIEC par rapport à des connaissances propres à chaque besoin finalement. Et c'est nouveau, c'est-à-dire c'était pas le cas il y a 8 ans. Donc finalement, peut-être les gens qui agissent le plus ou qui se servent le plus des rapports du GIEC ne sont pas forcément les décideurs et décideuses politiques. Ça peut être en fait leurs conseillers techniques, que ce soit dans les collectivités, que ce soit dans les ministères ou dans les entreprises. Ceux qui sont à des fonctions de prise de décision souvent sont amenés à gérer les affaires courantes, ont des agendas très chargés. Et ce que je sais, c'est que dans de nombreux secteurs, leurs conseillers techniques lisent le résumé pour décideurs, parfois le résumé technique, parfois des chapitres détaillés, en font des fiches de synthèse qui aident à savoir, en fait, pour telle question particulière, où on en est à l'aune des connaissances scientifiques. Ça, je le sais et je l'ai vu. Et d'ailleurs, j'ai vu des personnes qui ont une capacité formidable à synthétiser cette information d'une manière qui soit utile pour vraiment la prise de décision. Ça, nous, on ne peut pas le faire parce qu'on a une vocation à rendre ce socle de connaissances le plus clairement possible, mais de manière neutre, au niveau un peu mondial, pas forcément adapté à chaque utilisateur. Alors, ce qu'on a fait et qui a beaucoup de succès, c'est 2 choses. Il y a besoin d'une information sur le climat, son fonctionnement, pour guider l'action sur les émissions de gaz à effet de serre, de composés à courte durée de vie, ou bien la gestion des écosystèmes et leur rôle de puits de carbone. Donc ça, il y a un intérêt là-dedans. Et tout particulièrement, ce qu'on met en avant dans ce rapport, c'est les interactions croisées climat-qualité de l'air, les limites aussi des métriques agglomérées. Quand on travaille en CO2 équivalent à 100 ans, en fait, on passe à côté de choses importantes qui vont agir sur le climat à l'échelle d'une dizaine d'années, typiquement. Et l'autre point qui est important, c'est l'information pour l'analyse de risque, l'information régionale. Et dans ce rapport, on utilise une nouvelle grille d'analyse qu'on appelle en anglais Climatic Impact Drivers, donc les caractéristiques climatiques dont on sait qu'elles peuvent conduire à des impacts pour nos sociétés, pour les écosystèmes. Donc ça va être quoi? Ça va être des tendances, des extrêmes, des indices pour des indicateurs qui sont associés à des seuils de tolérance, par exemple pour les rendements agricoles, la physiologie humaine, certains secteurs d'activité. Donc, ce qui concerne en fait les températures, le chaud, le froid, ce qui concerne l'humidité, très important, et on met un gros accent sur le cycle de l'eau avec un chapitre dédié. Les caractéristiques côtières avec la montée du niveau des mers, les caractéristiques de l'océan, ce qu'on peut dire aussi sur les extrêmes de vent, par exemple, qui sont importants sur les aspects liés aux ouragans, par exemple. Et donc, on fait une synthèse de cette information dans un atlas interactif et dans des fiches régionales. Et il y a eu énormément d'utilisation de cette information, on l'a vu tout de suite, et tout particulièrement l'atlas interactif. Et c'est intéressant parce que ça montre que nos évaluations qui sont un peu figées, c'est des gros chapitres en PDF, voilà, le fait de les compléter par des jeux de données évalués, pour lesquels on a plus d'informations dans l'analyse approfondie, mais qui sont facilement accessibles, où on peut visualiser à sa manière, zoomer sur une région, un indicateur, un niveau de réchauffement, un horizon temporel ou un scénario, récupérer les données, faire quelques statistiques, ça répond vraiment à un besoin. On peut peut-être préciser aussi que le travail que vous faites avec les autres scientifiques pour ces rapports, c'est un travail qui est en plus de votre travail habituel, il me semble. Alors, dans le GIEC, il y a plusieurs rôles. Donc, moi, en fait, je suis chercheuse à Saclay. Mon employeur, c'est le CEA. Donc, depuis 2015, il accepte que je passe quasiment la plupart de mon temps à superviser l'élaboration, la relecture, la distillation et la communication de ces rapports. Mais je travaille dans les mêmes conditions qu'avant, en fait. Et puis, les auteurs, donc, pour superviser le rapport du groupe 1, c'est en tandem avec mon collègue chinois qui est aussi coprésident. 7 vice-présidents sur tous les continents. Donc nous, on a la charge en fait de superviser la qualité scientifique en fait du rapport. On a participé au départ à réfléchir en faisant une veille scientifique. On a recueilli les attentes des gouvernements qui, par exemple, nous ont demandé des choses comme des informations sur le très long terme, des informations sur les événements à faible probabilité d'occurrence, mais potentiellement importants. Les 2 piliers, c'est nouvelles connaissances scientifiques et besoin d'informations exprimées.
Donc on a ensuite fait un brainstorming d'1 semaine. Donc on a fait un appel à candidature, on a sélectionné la centaine de scientifiques qui ont participé pour construire la structure de ce rapport. Et puis ensuite, on a fait sur la base des points clés à aborder, et donc de l'expertise nécessaire, un appel à candidature d'auteurs. On a reçu plus de 1000 candidatures de scientifiques brillants du monde entier. Ça a été très dur en fait de retenir les 234 auteurs, coordinateurs de chapitres. On l'a fait sur la base de leur expertise, en cherchant des gens très pointus sur des thématiques vraiment importantes. On a essayé de rajeunir en fait l'ensemble des auteurs, renouveler aux 2/3. Et puis après aussi avoir de la diversité donc sur les champs d'expertise, sur les compétences sur les régions. Et puis améliorer la représentation des femmes. On est à peu près à pas loin de 30%, c'est pas terrible, mais ça reflète en fait les candidatures qu'on a reçues, avec beaucoup d'autocensure des femmes scientifiques, parfois qui candidatent pas, ou qui candidatent pas pour avoir des rôles de coordination, alors qu'elles ont toutes les compétences pour le faire. J'ai été très attentive à ce qu'il n'y ait pas d'effet de plafond de verre, donc qu'on ait à peu près la même proportion, voire davantage de femmes à des rôles de coordination. Donc on estime que c'est 30% du temps pour un auteur principal dans un chapitre, 50% du temps en moyenne pour un coordinateur de chapitre, mais en fait c'est souvent 200% d'un temps normal de travail aux périodes de consolidation, de relecture, de réunion. Et puis la pandémie, elle nous a touchés de plein fouet à partir de début 2020. Donc on a basculé en ligne, après avoir fait beaucoup d'enquêtes pour essayer d'anticiper les retards qui seraient pris. Parce que les scientifiques qui contribuent, ils sont payés pour faire autre chose, comme vous l'aviez dit. Donc ils ont des charges de recherche, d'administration de la recherche, d'enseignement. Ceux qui ont basculé en enseignement en ligne, ils ont été submergés en fait, c'est beaucoup plus long à organiser. Ceux qui avaient des enfants déscolarisés à la maison, ça a été très lourd. Et donc du coup c'était plus long. Moi j'ai été impressionnée par leur capacité d'adaptation et puis leur dévouement. Mais du coup on a mis en place de nouvelles méthodes de travail et je pense que ça va rester. Et dès le départ, on a eu des difficultés parfois sur le côté inclusif et participatif. On a beau prendre des gens qui sont plutôt des physiciens avec un peu de chimistes et de biologistes, en gros des sciences du climat, ce qui est une même communauté en fait. Eh bien, quand on les met ensemble, même pour un chapitre, ils ont parfois du mal à travailler ensemble. Et donc, on a aussi eu des conseils en fait par des consultantes spécialisées sur cela. Et je crois que c'est ce qui nous a permis de terminer ce rapport à distance. Parce qu'une fois qu'on a créé les conditions de la confiance, que chacun se sente entendu, contribue le mieux possible, en tenant compte des difficultés en fait propres aux uns et aux autres, les différentes cultures, les différentes personnalités. Et en fait, ça a permis de continuer à le faire à distance. Et c'est pas facile en fait de s'accorder. Par exemple, pour discerner quelles sont les conclusions majeures d'un chapitre qui passe en revue des milliers de publications. C'est pas forcément facile de s'accorder sur la manière de prendre en compte des milliers de commentaires de relecture, qui fait quoi, etc., définir le plan de travail. Voilà, moi je suis très admirative de ce qui a été fait par les auteurs. On avait une équipe qui était très soudée, et même pendant l'approbation, donc on avait en gros 186 heures d'appel Zoom en 2 semaines. D'un côté, les quelques dizaines d'auteurs directement impliqués dans le résumé pour décideurs, donc aux 4 coins de la Terre. Et de l'autre côté, les représentants de 195 pays, donc quelques centaines de personnes dans toutes les régions du monde. Et on utilisait un outil qui s'appelle Slack pour échanger entre nous. Et donc, on écoutait les remarques faites par les différents pays. Parfois, donc, pour mieux comprendre, des suggestions de clarification, des suggestions qui visaient parfois un peu à affaiblir nos formulations. Et puis de l'autre côté, on avait en temps réel des discussions avec les auteurs pour toujours s'assurer que le résumé pour décideurs, il est fidèle à l'évaluation scientifique détaillée, il est clairement exprimé. Et en fait, ce travail qu'on a fait pendant 2 semaines au lieu d'1 pour l'approbation, moi je trouve qu'il a vraiment amélioré le résumé pour décideurs. Il est plus clair, il est plus précis, tout en conservant en fait toute la structure et tous les visuels qu'on avait préparés. Voilà, donc il y a des choses, je pense, qui vont mériter d'être réfléchies et qui peuvent par la suite inspirer aussi d'autres modalités d'interaction à distance sur des évaluations majeures scientifiques. C'est impressionnant en tout cas comme travail. Pour parler à proprement parler des points clés du rapport, est-ce que il y a eu beaucoup de résumés, d'infographies qui sont sortis ce dernier mois, mais est-ce que vous auriez peut-être 3 points clés qui sont particulièrement importants selon vous? C'est peut-être pas évident, mais... Moi, j'en ai plutôt 5. Donc, en fait, le résumé pour les décideurs, on a 14 messages principaux.
qui tiennent sur 2 pages. Pour l'instant, c'est en anglais sur le site ipcc.ch, mais voilà, donc c'est quand même assez compact. Et je le résume en quelques points. Donc le premier, c'est que les changements climatiques récents sont généralisés, touchent toutes les régions, rapides, s'intensifient et sont sans précédent depuis des milliers d'années. Le deuxième point, c'est que ce sont les activités humaines qui sont à l'origine de ce changement climatique, le réchauffement à la surface de la Terre, la montée du niveau des mers. Et ce qui est nouveau, c'est un constat beaucoup plus fin sur le fait que l'influence humaine rend plus fréquent et plus grave de nombreux événements climatiques extrêmes, donc à l'échelle globale, mais aussi région par région, et pour des événements spécifiques, tout particulièrement les vagues de chaleur, les événements de pluie torrentielle et les sécheresses. Le troisième point, c'est que on vit déjà partout, dans toutes les régions du monde, avec ce climat qui change, mais qui change de multiples façons. Et les changements avec lesquels nous vivons, que nous subissons, ils vont s'accentuer avec le niveau de réchauffement à venir, avec la poursuite du réchauffement. Pour certains aspects d'un climat qui change, on ne peut pas revenir en arrière. L'océan profond, le Groenland, l'Antarctique, leur temps de réponse est à l'échelle de siècles à millénaires. Donc même s'il y a des aspects irréversibles, on peut ralentir leur rythme et on peut arrêter ce qui dépend directement du niveau de réchauffement en limitant le réchauffement. Et je pense que ce message-là est très important. Et puis la dernière chose, c'est que pour limiter le réchauffement de la planète, il est nécessaire de réduire fortement, rapidement, les émissions de dioxyde de carbone. Et tant que ce ne sera pas au niveau mondial à net zéro, le climat continuera à dériver, mais aussi de méthane et des autres gaz à effet de serre, et agir rapidement sur la décarbonation, CO2, le méthane. Ça permet non seulement de réduire l'ampleur du changement climatique et ses conséquences, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air. Donc ça, c'est un enjeu que l'on souligne. Et par rapport aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat, une des conclusions très claires, c'est qu'on va vers un niveau de réchauffement d'1,5 degré en moyenne sur 20 ans dans les prochains 20 ans. On estime qu'autour de 2030, une année sur deux, on aura un niveau de température pour une année au-dessus d'1,5 degré. Et qu'à moins qu'il y ait une réduction dans les années à venir au niveau mondial, année après année, des émissions de gaz à effet de serre, on ne pourra pas limiter le réchauffement à un niveau proche de 1,5 degré. Est-ce qu'il y a un des scénarios qui présente une plus forte probabilité ? C'est-à-dire que c'est probablement pas celui aux très faibles émissions ? Alors, c'est pas le rôle du groupe 1 du GIEC d'évaluer la plausibilité de scénarios socio-économiques parce qu'on n'a pas l'expertise. Et tout particulièrement l'expertise sur les tendances récentes, les ruptures technologiques, l'évolution des coûts, et puis l'évolution des législations, des politiques publiques, de la fiscalité, tout ce qui va en fait, ou des investissements qui va définir les tendances des prochaines années. Ce qu'on peut dire, nous, c'est qu'on évalue une large palette de scénarios. Ce ne sont pas exactement les mêmes que dans les précédents rapports. On utilisait des scénarios qui s'appelaient RCP, qui caractérisaient la perturbation du forçage radiatif. Là, on utilise une famille de scénarios qu'on appelle les trajectoires socio-économiques partagées. Il y en a 5, et un sous-ensemble associé à différents niveaux de forçage radiatif. En gros, ce n'est pas nous qui les avons choisis, c'est un choix en fait de la communauté scientifique qui développe la modélisation du climat global, qui avait choisi 4 d'entre eux comme noyau dur, et on l'a complété avec le scénario de très forte baisse d'émissions pour lequel il y avait un nombre suffisant de simulations climatiques globales pour permettre une évaluation rigoureuse. Donc on a des scénarios de très forte baisse, de stagnation, d'émissions en hausse ou en très forte hausse. Le scénario de très forte hausse est de moins en moins plausible, au sens où il suppose une utilisation croissante de charbon, et on n'est pas sur cette tendance-là, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Nous, on l'a quand même conservé dans l'évaluation, parce que pour certains aspects, par exemple la modélisation régionale du climat, la modélisation des calottes de glace, parfois seulement 2 scénarios très contrastés ont été utilisés, un de basses émissions, un de très hautes émissions. Et d'un point de vue des sciences du climat, du fonctionnement du climat, c'est plus pertinent d'aller choquer fortement le système climatique, de voir ce que donne une très forte perturbation et de voir les étapes intermédiaires. Il y a des choses qui sont linéaires et pas linéaires, ça permet en fait de mieux les comprendre.
plutôt que d'extrapoler de scénarios bas en spéculant sur ce qui se passerait si la perturbation était plus forte. Donc ça, c'est purement d'un point de vue de compréhension du fonctionnement du climat. Et on est contraint par la disponibilité de certaines informations. Alors, ensuite, si on regarde les promesses faites par les pays, ce qui était fait en 2015, pour lequel j'ai pas une évaluation complète, moi, de la mise en œuvre. Donc, c'était des promesses à horizon 2025-2030. Les estimations faites en 2018 dans le rapport sur 1,5 degré, c'est que ça conduirait les émissions tout gaz à effet de serre équivalent CO2 à stagner en gros d'ici à 2030. Donc si ces promesses se réalisaient, ce ne seraient pas les scénarios de très forte ou forte hausse, mais des scénarios de stagnation ou de légère hausse pendant plusieurs décennies. Donc nous, on a un scénario intermédiaire de ce type-là, un seul. Il suffit pas à balayer en fait, ce qui est le plus plausible. Mais celui-là, il conduit à dépasser 1,5 degré autour de 2030. Et il conduit 2030-2040, il conduit à dépasser 2 degrés au milieu de ce siècle et 3 degrés en début du siècle suivant. Et après, donc sur les scénarios de baisse et de très forte baisse, je veux aussi mentionner une chose, c'est que c'est très compliqué d'intégrer les effets de la pandémie. Ça n'avait pas été bien sûr anticipé dans ce type de palette de scénarios. À très court terme, la pandémie, on reflète dans notre rapport, elle a conduit à des baisses temporaires en fait, d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui n'ont rien à voir avec des changements structurels qui conduisent à des baisses année après année. Voilà. Ça, ce sera évalué de manière assez approfondie dans le rapport du groupe 3 du GIEC, qui est prévu pour mars 2022, y compris à l'angle des plans de relance, mais aussi des capacités à investir des États. Et enfin, par le groupe 2 du GIEC, à l'angle des inégalités exacerbées et des vulnérabilités qui vont concerner aussi la capacité à faire face aux conséquences d'un climat qui change. Et vous parliez tout à l'heure donc des nouvelles informations climatiques régionales. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'Europe qui se situe sur plusieurs régions donc Alors donc on a justement une fiche de synthèse régionale pour l'Europe avec des choses qui sont communes pour toutes les grandes régions qu'on a analysées. Donc, nous, on travaille en fait avec des régions qui vont refléter en gros l'Europe du Nord, l'Europe centrale, le pourtour de la Méditerranée et puis la partie plus orientale, on va dire. Donc, les choses communes, c'est un réchauffement plus prononcé en Europe que la moyenne planétaire, comme sur tous les continents. On l'observe, ça va se poursuivre. Donc, en fonction du niveau de réchauffement global, c'est toujours plus en Europe. C'est une augmentation des extrêmes chauds, donc au-dessus des continents, en mer, au cours des dernières décennies. Et ça va se poursuivre au cours des prochaines décennies aussi. Tant que le réchauffement planétaire ne sera pas stabilisé, cela va devenir plus fréquent, plus intense. Je peux faire une petite question intermédiaire. Quand on parle des extrêmes chauds, puisque on voit que en Europe, cet été, il y a eu des températures proches des 50 degrés, jusqu'où ça peut aller, les températures extrêmes hautes ? Alors, le pic sur les événements extrêmes augmente de manière plus importante que le niveau de réchauffement planétaire. Ça, c'est la première chose. Alors, je peux donner un ordre de grandeur. Alors, donnez-moi juste une seconde parce que je reprends le résumé pour décideurs. C'est pas spécifique à l'Europe, mais je pense que c'est une indication intéressante. Donc, si on prend par exemple les vagues de chaleur qui, en 1850-1900, ne se produisaient qu'une fois tous les 50 ans, avec 1 degré de réchauffement, c'est devenu 5 fois plus fréquent. Donc, au lieu d'une année sur 50, c'est une année sur 10. À 2 degrés de réchauffement, ce serait quasiment une année sur 3, pour donner un ordre de grandeur. Et pour 1 degré de réchauffement, sur ces extrêmes chauds, le niveau de réchauffement a gagné 1,2 degré. Voilà. Donc, c'est disproportionné. On ne peut pas exclure, dans les décennies à venir, de dépasser plus fréquemment 45 degrés, voire atteindre 50 degrés, y compris dans le sud de la France, pour des événements qui, dans le passé, étaient extrêmement rares, mais qui deviennent immensément plus probables du fait du réchauffement graduel du climat. Et ce côté non linéaire est souvent très mal compris. Par ailleurs, ces extrêmes chauds peuvent contribuer à dépasser des seuils de tolérance pour les rendements agricoles ou pour la santé humaine au travail, par exemple, ou pour les personnes fragiles. Et en Europe, ces seuils seraient dépassés très fréquemment pour 2 degrés de réchauffement. Ça, c'est un signal qui ressort très nettement de notre synthèse à l'échelle européenne. Donc après, il y a donc des extrêmes froids qui sont toujours présents.
mais deviennent, dans un climat qui se réchauffe, plus rares, comme cela a été observé. Alors ça ne veut pas dire que les dommages se réduisent, parce que par exemple la saison de croissance des plantes, elle s'allonge dans un climat qui se réchauffe, donc ça veut dire qu'on peut avoir de la végétation qui démarre plus tôt et qui est affectée par du gel tardif, qui diminue mais qui est toujours présent. Voilà, donc ça c'est des choses composites complexes. Après, ce qu'on peut également dire, c'est que du côté de l'Europe, on observe et on s'attend à une augmentation des pluies en hiver dans la partie nord, le nord de la France, le nord de l'Europe, et une diminution des pluies en moyenne, en particulier en été, tout autour de la Méditerranée et à mesure du réchauffement de plus en plus vers le nord. Donc du côté de la région méditerranéenne, cette diminution de la pluviométrie, la quantité en moyenne annuelle de précipitations, ça conduit à une tendance observée et qui va se poursuivre à l'assèchement des sols, pas les sécheresses, l'assèchement moyen des sols, et puis également une exacerbation d'un ensemble de sécheresses autour de la Méditerranée et dans les régions tempérées. Pour beaucoup de régions en Europe, on a une projection d'augmentation des records de précipitations et du risque d'inondation, donc du fait de fortes pluies associées, sachant que pour les extrêmes chauds et pour les phénomènes de ruissellement, en cas de très fortes pluies, cela peut être exacerbé dans les zones très fortement urbanisées. Les villes ont des effets d'îlots de chaleur, augmentent les extrêmes chauds, en particulier les températures de nuit, et puis l'imperméabilisation des sols, ça exacerbe le ruissellement en cas de précipitations plus intenses. L'ordre de grandeur, c'est pour 1 degré de réchauffement, 7% de plus sur les records de précipitations. C'est pas encore utilisé, ça, pour les plans de prévention de risque. Beaucoup d'ouvrages qu'on met en place aujourd'hui sont toujours dimensionnés par rapport aux extrêmes des derniers 30 ans, des derniers 100 ans, sans intégrer le fait que ça va continuer à changer. Alors, on s'attend à la poursuite du recul des glaciers, le dégel des sols gelés, le manteau neigeux, la durée de présence de neige saisonnière en montagne, surtout en moyenne altitude, à mesure du réchauffement. Le niveau des mers va aussi continuer à monter. Et en Europe, sur les côtes européennes, on s'attend à ce que ce soit au même niveau que la moyenne planétaire ou au-dessus. Et puis, les événements extrêmes de très haut niveau marin s'intensifient, donc deviennent plus fréquents et atteignent des niveaux plus élevés du fait de la montée graduelle du niveau des mers, quand en plus il y a une marée haute et une tempête. Donc il y a des enjeux sur une augmentation de l'aléa de submersion côtière et de recul d'effets directs d'érosion des côtes sableuses. Voilà. Et puis, le pourtour de la Méditerranée est particulièrement concerné par un ensemble de caractéristiques simultanées, les extrêmes chauds, les sécheresses, les conditions propices aux feux de forêt, qui augmentent et qui vont continuer à augmenter à mesure du niveau de réchauffement. Donc d'un point de vue purement du climat, des caractéristiques climatiques, il fait partie de ce qu'on peut considérer comme des points chauds. Et après l'analyse en fait des points de vulnérabilité en termes d'impact et de risque, ça demande de regarder aussi les expositions, les vulnérabilités, l'adaptation, la gestion de risque. Et ça, c'est le groupe 2 du GIEC qui fait cette analyse. Qu'est-ce qui vous semble être les principaux freins à l'action pour le climat ? C'est compliqué. Donc, c'est pas ce qui est fait dans le rapport du GIEC. Ce sont des choses qu'on regarde dans, par exemple, les rapports du Haut Conseil pour le climat, qui, cette fois, n'ont pas du tout le même mandat, qui s'intéressent à l'action pour le climat en France, aux politiques publiques, et qui formulent des recommandations. Alors, on peut souligner un certain nombre de points qui ne sont pas les mêmes pour l'adaptation, pour l'atténuation. À l'angle purement des sciences du climat, moi, je pense que pendant longtemps, on a eu un déficit de formation, d'accès aux éléments de connaissance et de leur utilisation. À tous les niveaux, donc dans la formation initiale, au collège, lycée, dans les formations professionnelles, université, formation continue, la formation des élus, la formation des cadres de la fonction publique, par exemple, c'était absent quasiment jusqu'à cette année, je crois. L'absence aussi de méthodologie pour avoir dans les indicateurs clés un suivi régulier des émissions de gaz à effet de serre, de sorte à pouvoir rapidement juger de l'efficacité ou non d'actions publiques qui sont menées, de sorte à pouvoir les infléchir. Dans les points particulièrement critiques, c'est l'articulation des actions menées à l'échelle des villes, des régions françaises et en Europe. En fait, chaque acteur
à différents échelons a des leviers d'action, des capacités à agir. Et c'est pas encore utilisé au maximum de la capacité avec cette articulation qui permet de démultiplier, par exemple, les ressources disponibles pour investir. L'autre point qui me frappe, c'est le manque d'outils pour évaluer méthodologiquement, rigoureusement des lois, des décrets, à l'angle de leur cohérence avec la stratégie nationale bas carbone, qui elle-même n'est pas encore alignée avec la révision à la hausse des objectifs européens. Donc on a l'impression que c'est toujours en retard et qu'il y a des occasions manquées. Par exemple, il y avait ce qui m'a frappé à de nombreuses reprises, c'est la capacité de chercher des ruptures, par exemple dans les entreprises, pas de chercher à baisser des émissions, mais d'essayer de trouver des solutions qui aillent vers du très bas carbone le plus vite possible. Je ne suis pas sûre que ce soit accompagné suffisamment, le fait de rechercher des ruptures plutôt que des efforts à moindre coût, alors que sur le long terme, c'est ça qui est le plus intéressant. Ah oui, donc toujours un travail en silo, où d'un côté, on a donc une stratégie nationale bas carbone, et puis des processus délibératifs. Et quand on a le retour d'expérience de ces processus délibératifs, moi j'avais vu les travaux de l'Assemblée citoyenne en Irlande, j'ai suivi ceux de la Convention pour le climat au Royaume-Uni, de la Convention pour le climat citoyenne en France. Ce qu'on voit finalement, c'est qu'il y a beaucoup de points communs et de bon sens dans ce que beaucoup de personnes souhaiteraient mettre en œuvre, indépendamment de leurs revenus, de leur lieu de vie, de leurs convictions politiques, de leurs croyances et tout le reste. En fait, il y a un socle commun sur lequel on peut s'appuyer pour construire une ambition très forte. Et c'est ressorti dans les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, et seulement en fait une toute petite partie a été retenue dans le projet de loi climat. Et donc, on sait déjà que ce projet de loi n'est pas à la hauteur ni en fait des promesses de la France, ni de la révision à la hausse des engagements européens. Donc, on a l'impression que c'est toujours en retard, et même en retard par rapport à ce que beaucoup de personnes dans la société sont prêts à faire et ont envie de faire. Après, donc, il y a les silos, l'effet silo. Donc, ne pas intégrer explicitement et directement l'adaptation dans tous les aspects des politiques publiques. Sur le côté adaptation, il y a vraiment un retard énorme à tous les niveaux. Donc, encore une fois, on court derrière le climat qui change. Ce qu'on met en place peut permettre de limiter les conséquences d'événements qu'on a déjà connus, mais ne nous prépare pas aux caractéristiques multiples d'un climat qui va continuer à changer. Donc je pense que là, il y a vraiment besoin de changer d'échelle de manière importante. Et puis après, il y a l'absence de coordination entre les politiques publiques de différents secteurs. Donc ça émerge maintenant sur les enjeux adaptation, agriculture, environnement. Ça commence. Mais pas encore sur l'atténuation dans le secteur agriculture, alimentation, santé. Sur les politiques publiques à multiples bénéfices, donc qualité de l'air, santé, climat, on voit encore que c'est trop diffus et qu'on cherche pas en fait ce qui permet d'avoir le plus de gains rapidement. Et en matière de santé publique, les enjeux qualité de l'air sont très importants. Et si vous étiez au pouvoir, quelle serait votre première mesure ? Alors ça, c'est quelque chose que je souhaite vraiment pas. Je suis désolée, ça fait pas du tout partie de ce à quoi j'aspire, et je pense que ça demande des qualités, en particulier le sens du compromis que je n'ai pas. Moi, j'ai eu une expérience en fait toute bête en fait d'être conseillère municipale dans le village où j'habite. Et ce que j'ai vu, c'est que ce qui est possible de changer en fait avec des gens de bonne volonté qui ont des horizons différents. Je sais que c'est possible. C'est ça qui me donne confiance. Mais j'ai aussi vu l'absence en fait pour les élus de culture en fait générale sur ces enjeux. Donc au-delà de ma propre personne qui a aucune espèce d'importance, mettre en place très vite quand les gens sont élus à des fonctions de prise de décision, quand les gens sont recrutés, par exemple les directeurs de cabinet, des formations sur les enjeux qui touchent aux questions d'environnement, c'est critique parce qu'ils ne l'ont pas eu précédemment, ou alors partiel selon leur parcours personnel et professionnel. Et je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup et qui permettrait finalement d'avoir des socles, en tout cas communs, d'éléments scientifiques, et puis peut-être plus rapidement d'aller chercher les compétences nécessaires. Mais c'est ce qu'on a vu notamment comme vous le disiez, avec la Convention citoyenne, avec un socle de connaissances, on arrive finalement à converger assez facilement, entre guillemets, quoi. Oui, et puis bon, après, il y a tout l'enjeu de faire rentrer beaucoup plus profondément les enjeux de long terme dans la prise de décision publique.
C'est très frappant de voir les sommes d'argent colossales qui ont été débloquées par rapport aux règles habituelles de la bonne gestion des dépenses publiques dans la situation de la pandémie, simplement pour conserver les emplois, éviter l'effondrement des entreprises. C'est des sommes colossales. Quand on regarde les investissements nécessaires pour vraiment limiter de manière importante les rejets de gaz à effet de serre, c'est beaucoup plus faible. Beaucoup de ces investissements permettent de créer des emplois durables, permettent de structurer des secteurs d'entreprises qui seront compétitives, avec des bénéfices en fait annexes qui sont très importants à anticiper. Et donc les grilles d'analyse pour arriver à discerner cela, c'est-à-dire pas maximiser seulement sur coût-bénéfice à très court terme, mais rentrer les autres dimensions d'un développement soutenable, ça demande de nouvelles méthodes d'analyse qui ne font qu'émerger. Et en fait, c'est drôle parce que j'y pensais aujourd'hui en me déplaçant, le RER B étant en panne, j'y pensais en me disant finalement ce qui manque, c'est peut-être par rapport par exemple aux objectifs d'un développement soutenable, qui sont une grille d'analyse intéressante, elle n'est pas parfaite, la qualité de l'air n'est pas assez présente, mais qui sont extrêmement intéressantes. Pour l'instant, c'est traité de manière très marginale dans le fait de guider les politiques publiques. Si c'était en fait quelque chose qui soit structurellement ancré dans les analyses à Bercy, par exemple, je pense que ce serait essentiel. Quelque chose exigé en fait sur chaque type d'investissement, d'analyser en fait les implications en termes de soutenabilité, de redistribution par rapport à l'extrême pauvreté, aux vulnérabilités, etc. Vous parliez dans une autre interview sur Thinkerview de qu'est-ce qui fait rêver les gens face notamment aux volontés de conquête spatiale et de transhumanisme. Vous, en tant que scientifique, mais aussi en tant que personne, est-ce que vous avez un rêve, un idéal, une utopie pour la société à l'avenir? Alors, c'est pas une utopie, mais ce que je pense vraiment, c'est qu'il est possible de mettre en place des transitions profondes qui transforment vraiment beaucoup d'aspects de notre société d'une manière qui soit juste. Juste au sens de l'emploi, des reconversions, juste en protégeant les plus vulnérables, en leur permettant de sortir de l'extrême pauvreté par les mêmes politiques publiques qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de s'adapter à un climat qui change. En fait, il y a beaucoup d'aspects qui permettent de voir ce qui est possible en pensant le fait de porter des transitions qui soient justes. Et de ma propre échelle personnelle, c'est d'avoir l'empreinte sur l'environnement qui soit la plus légère possible. C'est chouette d'être léger. C'est l'inverse en fait d'un char d'assaut, vous voyez. Et pour ça, il y a plein de choses intéressantes qui émergent. Mais il faut pouvoir l'avoir, cette empreinte. Et pour ça, il faut avoir des outils d'analyse de l'information au consommateur qui n'est pas disponible. Aujourd'hui, quand on achète quelque chose, il y a un Nutri-Score. Il n'y a pas l'information sur l'impact environnemental. Et beaucoup de gens de bonne volonté ne le voient pas. Il y a tout ce greenwashing qui est présent partout, où on va vous dire achetez ce billet d'avion, il est neutre en carbone, alors que bizarrement, pour d'autres aspects qui ont une empreinte beaucoup plus faible, il n'y a pas cette publicité. Et donc, comment finalement faire en sorte de construire une information sincère, et puis des citoyens qui soient critiques, lucides en fait, et qui puissent agir de manière responsable en jouant sur leur intelligence, en jouant sur leur formation, leur information. Moi, ça, c'est des choses auxquelles vraiment je crois profondément. Est-ce que vous comprenez, je crois que vous avez 2 filles. Moi, j'ai un petit bébé qui a quelques mois aussi. Est-ce que Félicitations. Merci. Est-ce que vous comprenez les personnes qui renoncent ou qui refusent d'avoir des enfants à cause des perspectives futures et notamment climatiques? Je l'entends chez moi, de mes 2 jeunes femmes qui sont mes filles, qui se posent beaucoup de questions. Donc, à l'époque, mon mari et moi, on travaillait déjà sur le climat, le suivi des rejets de gaz à effet de serre. Et pour un ensemble de raisons, on a choisi d'avoir 2 enfants et pas plus. Et on a aussi toujours été très vigilants à les protéger. On a envie de ça pour les enfants, toujours, en fait. Mais les aider aussi à être plus autonomes, à être des personnes qui fassent des choix éclairés, qui soient responsables. Et conscients des enjeux et de leur rôle. Voilà. De leur rôle, de la capacité à agir de chacun. Après, bien sûr, l'évolution de la population, c'est un aspect.
mais l'évolution des modes de consommation, c'est un autre. Et ce qui pèse le plus, en fait, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les modes de vie, c'est les consommations. C'est pas simplement le nombre de personnes. Voilà. Donc, je pense que ce sont des éléments de réflexion qui sont importants. Et moi, en permanence, en fait, quand je regarde l'état des connaissances sur les évolutions à venir, c'est quelque chose que je vois comme une transmission. Donc, par exemple, ce qui va définir le pic de réchauffement futur, le niveau de réchauffement futur, c'est la somme. Le premier facteur, c'est la somme des émissions de CO2 passées, présentes et futures. Ce que mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, moi faisons, c'est ce qui va léguer en fait le niveau de réchauffement pour mes enfants et leurs émissions, etc. Moi, j'ai vraiment ce sens très profond d'une responsabilité partagée entre les générations, avec une marge de manœuvre, si on regarde les budgets carbone résiduels, qui est incroyablement réduite pour les plus jeunes générations. Ça me donne un sentiment de responsabilité et ça me met aussi très mal à l'aise par rapport à des injonctions croissantes sur les plus jeunes. Oh bah tout va bien puisqu'on enseigne les enjeux climat aux plus jeunes, tout va bien puisque les jeunes marchent dans les rues, tout va bien puisqu'on compte sur eux pour faire le ménage quand nous on n'agit pas à hauteur des enjeux. Donc ça c'est quelque chose qui me pose problème. Et puis je me projette aussi dans l'avenir, donc 2050, pour beaucoup ça paraît très lointain. Mais 2050, ma plus jeune fille aura mon âge. C'est demain en fait, ça va venir très vite. Quand on dit si on baisse maintenant les émissions de gaz à effet de serre, pas temporairement, mais année après année, eh bien très vite on en aura les bénéfices en termes de qualité de l'air. C'est chouette parce que c'est un enjeu majeur pour la santé des petits-enfants autour des villes, leur santé respiratoire et aussi des personnes fragiles. Et puis peut-être au bout de 20 ans, eh ben, on en verra l'effet sur les tendances, le fait que la dérive du climat se ralentisse au niveau du réchauffement planétaire. Ben, quand votre bébé aura 20 ans, si on agit maintenant, on aura construit les conditions qu'il ou elle puisse avoir un climat plus stable. Voilà. Et donc cette question de ce qu'on transmet, de ce qu'on laisse pour les jeunes générations d'aujourd'hui, pour moi c'est une question morale qui est tout le temps présente, tout le temps. Et aussi sur la manière dont on parle au climat aux plus jeunes, sur la manière dont on les accompagne, dont on écoute leur colère parfois, mais aussi leur peur, et puis leur incompréhension de l'inaction d'aujourd'hui, parce qu'on peut agir. Ouais. Est-ce que j'ai lu dans une autre interview, vous disiez que dans votre métier, vous essayez de tenir les émotions à distance. Oui. Mais vous êtes aussi une personne humaine, au-delà d'être une scientifique. Comment vous arrivez à gérer ça, justement, peut-être votre colère parfois, votre tristesse? Ou est-ce que vous êtes découragée parfois? Alors, je suis très rarement découragée. Mais je suis souvent affligée par les discours de l'inaction, en fait, essentiellement. Tous les bons arguments pour garder le statu quo, ne pas agir, et les autres à l'autre bout du monde, et attendre les technologies ou les politiques parfaites, enfin tous ces arguments, il y en a une douzaine qui sont bien connus. Et en fait, ça m'afflige de voir des gens intelligents répéter ces discours-là en fait comme un alibi pour se donner bonne conscience, plutôt qu'en fait, lucidement se dire, voilà, moi je peux faire des choses, je vais les faire, et d'ailleurs je vais trouver des talents autour de moi qui vont m'aider à le faire bien, et ça va être quelque chose qui va nous rendre fiers et qui fera tache d'huile. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc le fait d'être parfois horrifié, parce que c'est un peu ça ce que je ressens, moi ça me pousse à agir. En fait, c'est un moteur. Et quand j'essaie de le faire, quand j'essaie de m'exprimer, j'essaie d'être toujours respectueuse, bienveillante. Voilà, moi j'aime pas le conflit. Donc ça c'est un choix personnel, structuré par mon histoire familiale et personnelle. Après, donc, tenir les émotions à distance, c'est difficile. C'était particulièrement difficile dans le contexte de la pandémie, où on était parfois confinés chez soi avec ses proches. On a fait face tous à des choses difficiles. Voilà. Le fait d'être ensemble, c'est tellement appréciable. Le fait de pouvoir partager avec les autres, échanger avec les autres. Moi, ce que j'ai vu depuis 3 ans, puisque depuis 3 ans, je suis à fond sur la préparation de ce rapport, c'était la charge que j'avais. J'ai toujours eu confiance qu'on allait réussir à le terminer. Mais parfois, il y a eu des moments où justement les autres collègues, les autres scientifiques, sortant de leur propre recherche et en ayant cet état des lieux, à un moment donné, étaient aussi submergés, en fait. Il y en a qui ont eu des burn-out, vraiment. Et puis, comment on arrive en fait à donner la place pour exprimer cela dans un groupe de scientifiques, comment s'épauler
comment se soutenir. Le fait de pouvoir entendre quand les autres ne vont pas bien, c'est fondamental. Il faut arriver à le faire et après il faut arriver à le surmonter et ne pas se faire submerger. Voilà. Donc mon truc à moi, c'est d'aller travailler à vélo et revenir à vélo. C'est 12 km aller, 12 km retour, avec une batterie, parce que je traverse la vallée d'Orsay. Sans la batterie, je le fais pas, j'ai plus mes jambes de 20 ans, mais déjà à l'époque, je l'aurais pas fait, je pense. et en fait, c'est quelque chose qui m'aide. J'habite un paysage varié. Je le vois, je le sens, j'écoute les bruits des oiseaux, des voitures, des autoroutes. Je respire les vieux diesels et le reste. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, en fait, à mettre un peu de distance entre le travail et la maison, à me dépenser physiquement, puis avoir cette espèce d'état un peu de méditation intéressant qui permet de mettre à distance, de repenser aux difficultés de la journée, de se dire comment on va les aborder par la suite. Et pendant longtemps, j'ai fait ce trajet en voiture, en mettant la radio, et c'était pas du tout le même effet, en fait. Voilà. Voilà, donc c'est mon truc à moi et ça m'a beaucoup manqué pendant le premier confinement où je l'ai pas fait et je tournais en rond sur 1 kilomètre. Voilà. Ouais, je comprends. Ma dernière question, qui est un peu rituelle, mais qu'on a un petit peu abordée déjà, c'est face à toute cette situation et la lourdeur des sujets, comment cultivez-vous la joie ? Alors, la joie, en fait, dans la préparation de ce rapport du GIEC, c'est inimaginable, en fait, d'avoir la chance de travailler. Donc, avec mon collègue chinois, les vice-présidents de ce groupe. Mon équipe, ils sont incroyables, mais incroyables. Plein d'idées, positifs, avec plein d'humour quand il y a des choses qui vont pas. Les conditions d'une confiance, l'équipe des auteurs du monde entier, des scientifiques brillantissimes, dévoués, qui ont fait un travail formidable, et puis voir, en fait, s'esquisser ce progrès spectaculaire des connaissances depuis 8 ans. En fait, c'était une chance, c'était quelque chose de formidable en fait à voir. Et puis cette distillation graduelle, le travail qu'on a fait, toutes les études qu'on a faites avec tout un ensemble d'usagers. Quelles questions fréquentes vous seraient utiles ? Qu'est-ce qui est utile dans une fiche de synthèse régionale ? Voilà, on a ces idées, on a travaillé avec des spécialistes de visualisation de figures. Qu'est-ce qui marche en fait ? Qu'est-ce qui permet de visualiser des choses complexes scientifiquement, mais de manière un peu intuitive ? Et le retour des enquêtes avec un succès très large, y compris les représentants des différents pays, différents utilisateurs, c'est quelque chose de fascinant. Et donc, ce côté, enfin je le dis et je veux pas le banaliser, mais ce côté intelligence collective, des gens prêts à s'investir d'une manière incroyable, se soutenir les uns les autres, c'est une telle force, c'est quelque chose qui va toujours rester en moi, ça, ce travail-là. Et je sais que ça manque déjà à certains des auteurs. Et certains m'ont dit au moment de la pandémie, quand c'était très dur, parce qu'on avait vague après vague dans chaque ville du monde, les gens étaient malades, leurs proches étaient malades, enfin vraiment c'était très dur. Et ce qu'ils nous ont dit souvent, c'est ouais, ok, c'était atroce, on avait les visios à 5h du matin, à minuit, pour certains au milieu de la nuit, selon la région du monde. C'était long, c'était plus long en ligne que ce qu'on pensait, donc ça leur a demandé plus de travail. Mais finalement, en ayant aussi cet objectif commun, ça nous a permis de tenir, parce qu'on se projetait au-delà de la situation de crise qu'on vivait à ce moment-là, vers ce qu'on allait faire dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 an, avec finalement une vision un peu claire. Voilà. Et donc, moi, je suis avec ça maintenant, et ça donne une force, mais incroyable. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Merci infiniment à Valérie Masson-Delmotte pour notre conversation, et merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Pour soutenir Présage, le mieux est de mettre 5 étoiles sur iTunes et de partager les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.